Et je donne maintenant la parole à son Excellence Jean-Claude Gakosso, ministre des Affaires étrangères et de la Francophonie et des Congolais de l'étranger du Congo. Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames, Messieurs, le postulat universel qu'est le multilatéralisme et que notre organisation incarne depuis sa création n'a jamais été aussi gravement battu en brèche qu'il est aujourd'hui sous nos yeux. En effet, nous assistons à une intensification sans précédent des crises partout dans le monde. Nous assistons à la multiplication des conflits et à leur complexification. Nous assistons à une insécurité alimentaire inédite et à de dangereuses menaces sur la biodiversité. Nous assistons même à des velléités de remise en question des engagements pourtant pris collégialement et entérinés ici même dans cette salle sur la protection de l'environnement et la préservation de la planète, notre maison commune. Et comme si cela n'était pas assez, nous assistons à l'exacerbation des dissensions et à des inimitiés entre les pays membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies. Conseil dont la vocation principale est pourtant de maintenir la paix dans le monde en travaillant dans la cohésion. Face à cette situation qui aggrave nos fragilités communes et qui met en évidence nos vulnérabilités collectives, seule une approche consensuelle et solidaire, une approche apaisée et coordonnée peut nous aider à trouver les vraies réponses à ces problèmes. Je crois que le thème autour duquel se tient notre débat général nous en donne de réelles possibilités. En effet, en appelant à des solutions transformatrices, ce débat interpelle fortement la conscience collective sur ces défis de plus en plus nombreux qui nous assiègent quotidiennement et qui prennent parfois une tournure dramatique. Il n'est que de songer à l'actualité de la guerre en Ukraine, à ces projections apocalyptiques, non sans fondement, que font aujourd'hui les stratèges et autres experts militaires sur un possible retournement tragique de ces terribles événements. Monsieur le Président, en raison de l'énorme risque de désastre nucléaire que ces événements font peser sur l'ensemble de la planète, non seulement les protagonistes dans ce conflit, mais également les puissances étrangères qui peuvent influencer le cours des événements dans le sens de l'apaisement, devraient tous tempérer leurs ardeurs, cesser d'attiser les braises et tourner le dos à cette sorte de vanité des puissants qui ferme jusque-là la porte au dialogue. Sous l'égide des Nations unies, tous devraient s'engager sans délai à des négociations de paix, des négociations justes, sincères et équitables. Depuis le congrès de Vienne, après Waterloo, nous le savons, les guerres se terminent toujours autour d'une table, toujours autour des négociations. Le monde a urgemment besoin de ces négociations pour éviter que les affrontements en cours
déjà si dévastateur, n'aille encore crescendo et fasse basculer l'humanité dans ce qui pourrait être un cataclysme irrémédiable, c'est-à-dire une guerre nucléaire généralisée et qui échapperait au contrôle des grandes puissances elles-mêmes. Cette guerre au sujet de laquelle Einstein, grand théoricien de l'atome, disait avec gravité qu'elle serait, si elle devait avoir lieu, la dernière bataille que les hommes se seraient livrés sur Terre. Monsieur le Président, la paix, disait Nelson Mandela, l'homme de l'éternel pardon, la paix est un chemin long, mais elle n'a pas d'alternative. Elle n'a pas de prix. En réalité, les Russes et les Ukrainiens n'ont guère d'autre choix que d'emprunter ce chemin, celui de la paix. Et d'ailleurs, nous aussi avec eux, car nous devons être partout dans le monde des légions entières, solidaires, pugnaces et capables d'imposer au lobby de la guerre l'option inconditionnelle de la paix. Et maintenant, j'aimerais m'adresser directement et spécialement à vous, mes chers amis russes et ukrainiens. Trop de sang a coulé. Le sang sacré de vos enfants chéris. Il est temps de cesser ces destructions massives. Il est temps de cesser cette guerre. Le monde entier vous regarde. Il est temps de combattre pour la vie, comme vous aviez combattu ensemble de façon courageuse et dévouée contre les nazis lors de la Seconde Guerre mondiale, et particulièrement à Leningrad, à Stalingrad, à Koursk et à Berlin. Réfléchissez, pensez à la jeunesse de vos deux pays, pensez à l'avenir des prochaines générations. Il est temps de combattre pour la paix. Il est temps de combattre pour eux. S'il vous plaît, donnez à la paix une véritable chance. Dès aujourd'hui, tant qu'il n'est pas trop tard pour nous tous, je vous le demande humblement. Monsieur le Président, ce que je viens de dire, y compris dans mon russe approximatif, ce que je viens de dire au sujet des événements en Ukraine, peut autoriser à tracer un parallèle, quoique à une échelle totalement différente, avec la situation dramatique que vit la Libye depuis 2011. Une situation pour laquelle le président Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, s'investit sans compter depuis des années au nom de l'Union africaine. Les efforts de paix qu'il déploie dans le cadre de cet épineux dossier se sont encore poursuivis récemment, les 14 et 15 juillet 2022, dans le cadre de consultations qui ont réuni à Brazzaville plusieurs acteurs représentant l'essentiel des sensibilités politiques et sociales libyennes, et ce, dans le but d'amener les protagonistes à se parler, à rapprocher leur compréhension des défis auxquels leur pays est confronté depuis le raté électoral du 24 décembre 2021. La conférence de réconciliation interlibyenne que vise la médiation africaine n'aura de sens que si elle est inclusive, constructive et consensuelle. Elle doit permettre à nos frères et sœurs libyens de cesser de se regarder en chien de faïence, de se pardonner, de renouer avec la vertu du dialogue et de donner la prépondérance à la justice, soubassement de cette Libye renaissante dont ils sont appelés à écrire l'histoire nouvelle. Je voudrais, du haut de cette tribune, saluer la nomination de M. Abdoulaye Bathily comme représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Libye.
je puis déjà l'assurer du soutien inconditionnel du président Denis Sassou Nguesso, qui préside le comité de haut niveau de l'Union africaine pour la Libye. Monsieur le Président, les forêts du bassin du Congo, qui constituent le deuxième réservoir écologique de la planète et que nous préservons comme la prunelle des yeux depuis des années, les forêts du Congo attendent toujours d'être pourvues d'un soutien robuste et qui soit à la hauteur de l'enjeu existentiel qu'elles représentent. On ne rappellera jamais assez les engagements pris depuis Copenhague jusqu'à Glasgow, en passant par l'accord de Paris. Engagements pris avec enthousiasme, mais à ce jour, toujours non tenus par les pays riches, ceux-là même qui sont responsables de 80% des émissions de gaz à effet de serre. Mais malgré cela, tout en nous préparant à la COP27 que l'Afrique va abriter en novembre prochain, nous nourrissons l'espoir que cette fois au moins, loin des discours de commisération dont nous nous sommes habitués, loin des formules convenues et des engagements de façade, nous nourrissons l'espoir que cette fois, enfin, des ressources significatives seront mobilisées en faveur des pays pauvres que le dérèglement climatique a rendus encore plus vulnérables. En tout cas, avec un taux de déforestation des plus faibles au monde, puisqu'il n'est que de 0,06%, mon pays, la République du Congo, pour sa part, joue à fond sa partition. Et elle continuera à le faire au nom de la préservation de l'environnement, au nom de la survie de l'humanité. La mise en place du Fonds bleu pour le bassin du Congo participe sur le plan régional de cet engagement. Et en association avec le gouvernement du Royaume-Uni qui assure la présidence de la COP26, le gouvernement de mon pays projette de lancer dans les prochaines semaines un forum politique sous l'intitulé « Partenariat des leaders sur les forêts et le climat ». Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je ne saurais clore mon propos et quitter cette tribune sans évoquer deux situations qui devraient sans cesse interpeller notre conscience, deux situations devant lesquelles, moralement, nous ne pouvons baisser les bras. La première situation concerne cette réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, devenue une sorte de serpent de mer, une réforme dont chacun glose à l'envi et dont l'aboutissement semble chaque jour s'éloigner de son noble objectif, alors que la prise en compte de l'Afrique dans la gestion des affaires du monde s'impose d'elle-même aujourd'hui. L'Afrique doit en effet prendre toute sa place dans le concert des nations. Penser le contraire, c'est tout simplement faire preuve d'égoïsme et ramer à contre-courant de l'histoire. De même, continuer à tergiverser sur l'idée d'admettre deux pays africains comme membres permanents à part entière du Conseil de sécurité des Nations Unies, ce n'est pas autre chose que faire volontairement le choix de couvrir du discrédit notre prestigieuse organisation. À nous donc, représentants des pays alliés réunis au sein des Nations Unies, de faire le choix de l'honneur, ici et maintenant, et d'entrer dans l'histoire par la grande porte, en nous éloignant à jamais de ces préjugés moyenâgeux et abscons sur l'Afrique, des préjugés qui n'ont que trop longtemps humilié cette partie du monde. La deuxième situation, Monsieur le Président, concerne ce sempiternel embargo sur Cuba, un embargo qui dure depuis le milieu du siècle dernier et qui continue de faire endurer d'indicibles souffrances au peuple de ce pays. Il y a bien longtemps, Monsieur le Président, que cet embargo totalement anachronique et désuet aurait dû être aboli. Au nom de mon pays, j'en appelle, une fois encore du haut de cette tribune, à la sagesse du peuple américain et à la sagacité
de ces dirigeants. Des dirigeants qui, comme tout le monde sait, n'ont pour la plupart rien à voir avec cet avatar suranné de la guerre froide. À ce sujet, et je vais terminer par là, Monsieur le Président, je voudrais me tourner très respectueusement vers le président Biden, qui a longuement prôné l'idéal de paix à cette même tribune la semaine dernière. Monsieur le Président, prenez votre courage. Sans plus attendre, tournez cette page sombre des relations avec Cuba qui appartient au passé. En agissant ainsi, vous ouvrirez indiscutablement une perspective nouvelle à l'histoire glorieuse de votre beau pays. Et la postérité, j'en suis persuadé, vous sera infiniment reconnaissante. Je vous remercie. I thank the minister. Je remercie le ministre des Affaires étrangères de la francophonie et des Congolais à l'étranger du Congo.